Europe 1, Emmanuel Faux. Environ 4000 cas recensés, déjà 2000 morts, chiffre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie de fièvre due au virus Ebola semble inexorable. Elle touche principalement l'Ouest africain, la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria. Bonsoir François Bricaire. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur à l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie. D'abord, petite lueur d'espoir depuis quelques heures, vous allez nous le dire, avec ce vaccin mis au point par des médecins canadiens de Winnipeg. Est-ce que c'est vraiment une piste sérieuse selon vous ? Écoutez, autant qu'on puisse savoir et les informations dont on dispose, la réponse est oui. Depuis déjà quelque temps, des équipes travaillaient et il semble que ce vaccin, qui est une combinaison d'un virus originaire du singe, un adénovirus, avec des antigènes du virus Ebola, doit pouvoir donner des réponses immunitaires. Elle le donne chez le chimpanzé. Il reste à démontrer maintenant que c'est la même chose chez l'homme. On l'a pas testé pour l'instant sur l'homme. Non, c'est en cours et des volontaires sains vont être vaccinés, mais il faut quand même un certain délai pour qu'on puisse disposer de ce vaccin. Et alors on a noté une efficacité, une action de ce vaccin chez le chimpanzé au bout d'une demi-heure, c'est ça ? Rapide ? C'est très rapide, oui. Ouais. C'est au moins un des avantages. Donc, a priori, ça pourrait être un élément positif dans la lutte contre cette épidémie. Alors, à supposer que ce vaccin se révèle efficace et donc applicable à l'homme, Dr Bricaire, comment pourrait-on mettre à profit cette découverte et l'utiliser au plus vite, le mieux possible, dans les zones les plus contaminées, dans ces pays d'Afrique que je citais tout à l'heure ? Bon, alors, c'est sûr que d'abord, il faut savoir quand on pourra en disposer. Mais à partir du moment où on en disposera, l'objectif numéro 1, c'est de protéger les personnels de santé qui sont les premières victimes quand elles portent secours aux personnes qui sont infectées. La deuxième chose qu'il faudrait alors à ce moment-là faire, c'est mettre en place une stratégie de vaccination des populations, ce qui n'est pas toujours très simple en Afrique, pour qu'on casse l'évolution épidémique. Alors, le problème aussi, c'est que sur zone, sur le terrain, dans ces pays qui sont touchés, on le sait, même si on arrive à développer les soins, à circonscrire les zones contaminées, les personnels soignants eux-mêmes sont touchés. Oui, les personnels soignants sont touchés. Le mode de contamination du virus, qui se fait par contact direct et étroit avec des malades, fait qu'au contact des humeurs de ces malades qui sont contaminés, la sueur, les vomissements, la diarrhée, etc., le personnel soignant se contamine. Et à ce moment-là, il tombe malade, et malheureusement, beaucoup de malades, de corps de santé malades décèdent. Mais ça, c'est un cercle vicieux quand même. Alors, c'est connu depuis très longtemps. C'est à partir du moment où on prend des bonnes mesures d'hygiène qu'on peut empêcher ce phénomène. Mais en dépit de ça, quand vous envoyez des gens un peu rapidement dans les centres mal organisés, mal équipés, il peut y avoir des lacunes. Et à ce moment-là, il y a des contaminations. Alors, on a parlé des bonnes nouvelles, professeur Bricaire, avec ce vaccin venu du Canada, dont on espère évidemment les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Malgré tout cela, il y a aussi les annonces de l'OMS, vous l'avez vu aujourd'hui même, l'OMS qui craint que des milliers de nouveaux cas se déclarent dans les 3 semaines qui viennent dans le seul pays du Libéria, et l'Organisation mondiale de la santé parle même de croissance exponentielle de l'épidémie. Oui, alors écoutez, c'est sûr que le Libéria est probablement actuellement, parmi les 3 pays les plus concernés, celui où la situation est la plus difficile et potentiellement la plus explosive. Est-ce que l'OMS a raison sur ses projections et ses chiffres ? Je ne sais pas dire. Ce qui est clair, c'est que l'alerte qu'elle a envoyée à travers tout ça, c'est qu'il y a des réactions internationales, qu'au plus haut niveau, ne serait-ce que le président des États-Unis a pris un certain nombre de décisions pour agir au Libéria. Cette mobilisation a pour but, de façon stratégique, de coordonner des actions de façon la plus efficace possible. S'il y a du matériel, s'il y a des hommes pour faire, et ça, c'est pas évident de recruter, eh bien, si on mène une stratégie coordonnée entre les différents acteurs, on peut espérer quand même essayer de freiner le phénomène épidémique. Est-ce qu'on a une explication sur la concentration géographique
de ce virus et le fait que ce soit ces pays de l'Ouest africain qui sont touchés les premiers? Alors non, ça a été une surprise, puisque globalement, c'est un virus qu'on était habitué à voir en Europe, en Afrique centrale, et pas du tout en Afrique de l'Ouest. Et puis là, pour la première fois, c'est parti apparu de Guinée d'ailleurs. C'est parti de Guinée. Donc ça veut dire que ce type de virus, à partir du moment où ce qu'on appelle le réservoir, et en l'occurrence vraisemblablement les chauves-souris sont concernées, que ce soit sur la République du Congo ou que ce soit en Guinée, c'est possible qu'elle soit contaminée. Et c'est même pas possible, c'est la réalité malheureusement. On sait qu'il y a eu aussi un cas détecté de contamination au Sénégal. Ouais. Je vous pose la question que sans doute certains auditeurs se posent ce soir en nous écoutant. Est-ce que quand l'OMS parle de croissance exponentielle, quand on voit une certaine impuissance à contenir l'épidémie, y a-t-il un risque que cette épidémie traverse la Méditerranée, si je puis dire, et vienne dans des zones comme l'Europe de l'Ouest ou d'autres continents? Alors je pense que ce risque, la question est souvent posée, me paraît assez faible. Ça ne veut pas dire qu'il est nul. Il est possible que quelqu'un qui soit contaminé en Afrique revienne en Europe et en période d'incubation mette quelques jours à exprimer la maladie. Donc à ce moment-là, il serait essentiel de le repérer pour le prendre en charge et stopper le phénomène. Car au moins peut-être, et c'est ce qu'on peut dire en Europe comme aux États-Unis, c'est que les conditions d'hygiène d'une part et la structuration des services de santé doivent permettre de repérer et de stopper beaucoup plus efficacement que ce qu'on observe en Afrique. Professeur Briquer, encore un mot. On va parler dans un instant avec Henri Kirchoun de la difficulté des États à vaincre cette épidémie, des appels désespérés lancés par l'ONU, de la lenteur de la mise en route de la réaction, si je puis dire, des grandes puissances. Vous avez le sentiment, vous diriez qu'il y a une vraie mobilisation là, qui se met en place ces derniers jours? Je trouve que ça s'accélère de façon tout à fait significative. Les organisations non gouvernementales, la Croix-Rouge auquel j'ai le plaisir d'appartenir, les militaires qui expriment aussi la nécessité d'intervenir. Bref, il y a une mobilisation et une prise de conscience politique, des politiques en Afrique comme des politiques en Europe ou aux États-Unis. Merci beaucoup François Briquer, merci d'être venu nous éclairer dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Emmanuel Faud. Europe Nuit.